Salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? Au Moyen-Âge, il existait de nombreuses façons de gagner sa vie et même de faire fortune. L'une d'entre elles, c'était de devenir marchand. Et aujourd'hui, on va parler du plus célèbre d'entre eux, j'ai nommé Marco Polo. Sans doute le plus connu des explorateurs italiens, on le connaît notamment pour son voyage à travers la Chine, qu'il raconta par le biais de son livre intitulé Devisement du monde, mais vous le connaissez sûrement sous un autre nom, le livre des merveilles. Né le 15 septembre 1254 à Venise, il est le fils du marchand Niccolo Polo, qui, bien avant sa naissance, avait établi avec l'aide de son frère Matteo plusieurs comptoirs à Constantinople, mais aussi en Crimée, ainsi que dans une partie occidentale de l'Empire mongol d'Asie. Être marchand, c'est donc une affaire de famille pour les Polo, et c'est ce qui a contribué grandement à leur réputation. Mais cette profession, bien que très lucrative, a quand même quelques petits défauts. En effet, en raison des voyages imposés par ce travail, le père et l'oncle de Marco étaient très souvent absents. Il ne fut donc pas élevé par ces derniers, mais par son grand-père, Andrea Polo, bien que lui aussi fût un commerçant aguerri, suivant le modèle typique du capitalisme familial. Par la suite, et âgé de 15 ans, Marco retrouvera son père et son oncle revenant tout juste d'un long voyage en Asie centrale où ils avaient rencontré le premier empereur mongol, Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan. Et leur rencontre fut des plus fructueuses puisqu'il leur proposa le monopole sur toutes les transactions commerciales entre la Chine et le monde chrétien. Alors bien évidemment, il y avait une contrepartie, c'était qu'ils devaient fournir une centaine de savants et d'artistes pour dépeigner ce monde chrétien justement. Les deux hommes partirent donc présenter cette demande accompagnée d'un message de sympathie au pape qui voit en ces tribus étrangères un potentiel allié dans la lutte contre l'islam. 2 années plus tard, munis du titre de commerçant mais aussi d'ambassadeur, les deux frères quittèrent à nouveau Venise pour retourner en Chine, mais cette fois-ci, ils furent accompagnés par le jeune Marco. Bon, alors il y avait aussi 2 personnes qui étaient présentes avec eux et qui devaient mener une mission diplomatique au nom du pape, mais ils se sont arrêtés à Lajazo en Turquie, tout simplement parce qu'ils avaient peur des rumeurs de guerre, donc on n'en tiendra pas forcément compte. À partir du comptoir vénitien de Layas, la famille empruntera la route la plus septentrionale des routes de la soie, et après 3 ans de voyage, ils furent enfin reçus à la très fastueuse cour mongole, se trouvant sans doute à Kambalouk, qui n'est autre que l'actuel Pékin. Une fois au service du Khan, Marco sera d'abord envoyé en légation avec son oncle dans la ville frontière de Ganzhou, à l'extrémité ouest de la Grande Muraille, où il fera ses classes, apprenant probablement l'ouïghour. Il deviendra par la suite un enquêteur messager du palais impérial suzerain de la Chine, de l'Iran et de la Russie, et à ce titre, il accomplira plusieurs missions pour Kubilai, aussi bien en Chine que dans l'océan Indien. Vers la fin du règne du grand Khan, Marco Polo et sa famille obtinrent le droit de retourner dans leur pays à la condition qu'ils rendent un dernier service officiel, accompagner la princesse Kokejin jusqu'en Iran, qui était promise à Ly Khan Argun par Kubilai. Alors beaucoup d'incertitudes subsistent encore aujourd'hui par rapport au trajet exact qu'ils ont fait jusqu'en Iran, mais tout ce qu'on sait de sûr, c'est que Marco s'est fait dépouiller d'une partie de sa fortune, donc pas de bol. Bon, heureusement pour eux, en 1295, et après plus d'un quart de siècle d'absence, ils sont enfin tous réunis en famille à Venise. Marco et ses parents sont totalement méconnaissables, ce qui est plutôt normal après un si long voyage, et la légende voudrait qu'ils aient offert à leurs proches et amis un grand banquet, durant lequel ils auraient défait les coutures de leurs vêtements pour en extraire le plus de pierres précieuses possible. Mais le plaisir est de courte durée, puisqu'une année plus tard, la guerre éclate entre Venise et Gênes, et Marco Polo, qui avait fait armer une galère afin de participer au combat, est fait prisonnier lors d'une escarmouche au large de la Turquie. Au cours de ces 3 années d'emprisonnement, Marco sera bercé par ses souvenirs d'Orient et décidera donc de les faire mettre par écrit par son compagnon de cellule, Rusticello de Pise, et à cette fin, il aurait fait demander à son père de lui faire parvenir les carnets de notes qu'il avait accumulés lors de leur voyage. Par la suite, il épousa Donata Badoer, qui lui offrit 3 filles, et partirent tous ensemble dans la maison familiale où Marco vécut comme un commerçant prospère mais prudent, avec en tête l'image du grand explorateur qu'il était autrefois. Et voilà qui résume l'histoire de ce personnage qui aura fait rêver plusieurs générations. Marco Polo n'était pas forcément le premier Européen à être accueilli à la cour mongole, mais par contre, ça a été le premier à décrire certaines réalités asiatiques. Comme par exemple l'existence du papier-monnaie en Chine, les lamaseries du Tibet, ou encore, simplement, l'existence du Japon, parce que oui, personne savait que ça existait avant. Ces écrits ont même inspiré Christophe Colomb et d'autres voyageurs, c'est pour vous dire à quel point ce personnage a été important dans l'histoire en général. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié son histoire parce qu'elle a été très chargée, et là je vous ai résumé vraiment l'intégralité de sa vie, mais si on devait s'y attarder un peu plus, c'est clair que la vidéo durerait plusieurs heures, ça c'est sûr. De ce fait, je vous laisse et nous on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao!